Bonjour, ici Roger Clavet. Bienvenue à Interroger. Alors, vous savez maintenant, vous vous attendez à tout. Il y a toutes sortes de surprises. On va commencer par un sujet qui va rappeler de mauvais souvenirs à plusieurs personnes. C'est dommage, mais on doit vivre avec ce qu'on a vécu, puis en même temps, prendre des mesures pour pas que ça se produise. Je parle des inondations. 2017, c'était une année épouvantable. Les gens s'en souviennent. Mais depuis, qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir de nouveaux incidents comme celui-là ou d'autres? Parce qu'on est dans une situation qui, on ne doit pas juste regarder les choses, il faut agir. Et c'est ce qu'a fait la ville de Saint-Raymond. On en a profité pour rencontrer le maire de Saint-Raymond, M. Duplain, et il va nous présenter ce qui va servir un peu d'information pour la rencontre publique. Il va y avoir une rencontre citoyenne qui a lieu exactement mardi le 14 avril à 18h30. C'est la ville de Saint-Raymond. Et on va retrouver les mêmes acteurs et d'autres personnes qui ont permis à la ville de se doter d'un système qui freine un peu l'érosion et qui permet de nous préparer dans une proportion de 50% à éviter des inondations. C'est très technique, mais vous allez voir, on a quelqu'un qui en parle avec passion. Et tout ça, ce ne serait pas fait sans le comité de citoyens et la science mise à contribution de l'Université de Montréal. J'en dis pas plus. Regardez ça. Mais, j'insiste, restez jusqu'à la fin de l'émission. Je pense que vous allez en avoir pour votre argent. Bonne émission. Bonjour, M. le maire. Comment ça va? Bonjour, ça va bien, vous? Très bien, très bien. On va parler aujourd'hui, bien sûr, de cette rencontre citoyenne qui a lieu au sujet des inondations. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais surtout, on l'a vécu en 2014 puis d'autres années. À quoi on doit s'attendre à une rencontre comme ça et pourquoi cette rencontre-là? En fait, la rencontre est demandée par la sécurité publique. C'est avec l'équipe là, de Aérie Action. Ça, c'est le groupe d'Isabelle Thomas. Quand on a L'Université de Montréal, c'est ça? L'Université de Montréal. Quand on a eu les événements en 2014, il y a différents partenaires qui sont embarqués avec nous, OK, dans l'élaboration de ce que serait là, la planification des comment réduire les inondations à Saint-Raymond. Différents intervenants, dont l'Université de Montréal avec Mme Thomas. Et ils ont travaillé beaucoup dans le côté acceptabilité sociale, côté avec les citoyens, comment parler aux citoyens. La CAPSA a pas mal dirigé avec nous cette partie-là. C'est la première fois que ça se faisait de façon concertée, collégiale, scientifique même. Oui, mais ça, Saint-Raymond, c'est la première fois. On avait eu, et je pense que 2014 a été avec le maire, M. Dion. Il a très bien dit que, bon, on l'a eu, c'est résorbé. Il va y en avoir d'autres, mais non, il faut, M. Dion, M. Yann Lafroise qui a dit, il faut plus que ça arrive. Donc, il faut s'en occuper. Et c'est là que M. Dion est allé voir la CAPSA en disant à CAPSA, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Et de là, la CAPSA a fait des recherches et on a enclenché le mouvement avec différents acteurs, des scientifiques, l'Université de Laval, l'Université de Montréal avec Mme Thomas, dans un créneau spécifique à elle. Et ils nous ont donné un beau coup de main. Il y a eu de la mobilisation tout le long. Oui, les citoyens n'étaient pas loin. On a consulté largement. Là. Exactement. Et ça a été la force de ce qu'on a fait à Saint-Raymond avec les citoyens. Donc, de les tenir proches, souvent. Ils étaient toujours en relation avec la ville. Puis il existe encore le comité comme tel. Exactement, et c'est très important. Et c'est le retour de cette expérience que Mme Thomas fait avec la sécurité publique pour qu'on voit comment ça se passe tout ça, parce que l'expérience de Saint-Raymond est assez réputée. Hein. Je veux dire, ça ressort beaucoup à la sécurité publique, ce qu'on a fait à Saint-Raymond comme expérience, et ils veulent justement raffermir cette expérience-là parce que c'est potentiellement exportable. Ben oui, parce qu'il y a d'autres municipalités qui vivent la même chose, les zones riveraines, les zones inondables. Ce qu'on a fait à Saint-Raymond dans la rivière physiquement est exportable potentiellement, mais ce qu'on a fait aussi socialement à Saint-Raymond avec ce projet-là, ça c'est exportable et ça fait partie justement de ce qu'ils vont faire avec ces rencontres-là. Ils ont rencontré Isabelle Thomas avec ses intervenants, ont rencontré tout le monde. Et la dernière phase, c'est de rencontrer la population. Pour que la population s'exprime sur comment ils ont vécu, quelles répercussions. Et on ne pense pas que ça va se reproduire, mais il faut toujours continuer à garder ces installations-là intactes le plus possible. Avec les bouleversements climatiques qu'on a aujourd'hui, c'est sûr que ça risque de se reproduire. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place différents
éléments pour réussir à contraindre à peu près à 50 de ce qui pourrait arriver à comparatif. Avec le même coup d'eau, là, avec 2014, on a 50 des chances que ça soit moins pire. Mais on a encore cette possibilité-là. Définitif. Sans entrer dans des détails techniques, l'estacade comme telle, c'est une initiative de rétention du bassin, et essayer de faire en plus. On a rempli des trucs, on a mis des bornes. Là, vous parlez du barrage ou vous parlez de l'estacade? Je parlais du barrage en particulier, mais qui s'intègre, qui s'ajoute au projet. En fait, on a travaillé du kilomètre. Le kilomètre 0 étant le barrage de Chuppana, jusqu'au kilomètre 24. Au kilomètre 24, l'infrastructure qu'on a faite, c'est justement, on appelle ça aussi l'estacade, parce qu'il y a le barrage de l'estacade, mais au kilomètre 24, on bâtit une estacade, c'est-à-dire c'est un seuil rocheux qu'on a fait, pour justement lever le niveau de la rivière et pour que l'écoulement d'eau se fasse plus tranquillement. On a mis des sapins sur un corps. Ouais. Fait que quand le fragile descend, plus tranquillement à cause que le seuil est relevé, le fragile accroche les sapins puis descend au fond de l'eau. C'est ça qui était problématique. Le fragile, c'était des petites aiguilles de glace. L'étude qu'on a faite, c'est définitivement le fragile qui était le problème à Saint-Raymond. Parce que vous êtes, au kilomètre 24, vous êtes plusieurs mètres plus haut que le centre-ville. Donc, vous avez une descente, où il peut se fabriquer du fragile, et avec les rapides, ce fragile-là s'accumulait dans le centre-ville. Fait qu'on a bâti justement des réservoirs et des estacades pour arrêter ce fragile-là et garder les glaces. Parce que c'est ce fragile-là qui fait des monticules de glace. Et ça, on les garde maintenant en haut. Ça ne doit pas être si mauvais que ça, parce que maintenant, toute l'initiative est retenue parmi les plus beaux projets qui ont été réalisés au Québec, qui ont rendu 20e. Il y a 20 participants pour le Congrès des municipalités, la municipalité du Québec. On va choisir le gagnant, mais il y avait plus que 20 qui ont participé. Dans une catégorie, on est retenu dans une des catégories dans les projets les plus innovants pour les Bruyères. Et c'est vrai. Et le projet, ça fait plusieurs fois là, qu'on a participé à un congrès le congrès sur la sécurité publique, où on nous a invités dans un panel pour parler de l'expérience. On parle maintenant de l'expérience Saint-Raymond par rapport à la rivière. On a quelque chose d'assez unique en province. C'est ça que vous mentionniez, la sécurité publique. Ça aussi, c'est un partenaire qui a été associé tout le temps, toutes les étapes. Ça, c'est important de le mentionner parce que si le gouvernement n'avait pas embarqué avec nous, si la sécurité publique n'avait pas embarqué avec nous, on a eu des gens incroyables qui travaillent là, des gens qui nous ont fait confiance et qui ont travaillé avec nous. C'est 5 millions d'argent qu'ils ont mis dans la rivière à Saint-Raymond, plus une proportion d'argent que nous, on a mis là, quelques millions aussi. Et ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Il y a encore à investir. Mais tant que le gouvernement va embarquer avec nous, chaque mouvement, chaque travaux qu'on a fait dans la rivière a donné des résultats. Et c'est ça qui est fantastique. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a aussi engagé des ingénieurs, des spécialistes en hydrologie, qui sont venus étudier la rivière. Nous, on n'a pas agi par rapport à une inondation qu'il y a eu. On a étudié la rivière et les actes ont été posés un coup qu'on a compris ce qui se passait dans la rivière, et ça, c'est différent. Mais ça faisait des années, on peut dire que dans l'histoire de Saint-Raymond, on n'a pas été gâtés, on a eu beaucoup d'inondations. 70 inondations en 100 ans, c'est incroyable. Mais pourquoi que ces inondations-là se répètent? C'est peut-être parce qu'on essayait de mettre des... Je dis peut-être, là, je ne veux pas mettre la faute sur une hypothèse. L'hypothèse, c'est peut-être parce qu'on n'a pas étudié les causes de ces inondations-là, pour pouvoir justement les contraindre. Oui, mais c'est peut-être parce que le fait qu'ils n'étaient pas prévisibles tout le temps. Ils étaient pas. On sautait 2 ans, on n'avait pas. Tout à coup, la 3e année, on en avait. Puis il faut dire aussi que dans ce temps-là, les spécialistes qu'on a aujourd'hui n'existent pas. Aujourd'hui, des hydrologues, des gens qui connaissent les rivières, qui ont étudié les rivières sur toutes les facettes, ils sont là et on peut les engager. Là. Ça, on a cette chance-là, ce qu'ils n'avaient pas pour le 100 ans. Et tout au fil des ans, on a développé un vocabulaire. Maintenant, les gens de Saint-Raymond connaissent des mots que d'autres régions qui n'ont pas été inondées ne savaient pas. Ils suivent
le courant, comme on dit, pour savoir exactement. Ils sont beaucoup plus connaissants maintenant de la réalité des zones inondables. Et ça, c'est important parce que, je veux dire, les gens sont connaissants des zones inondables, sont connaissants des moyens de prévention, ce qui est très important. Fait qu'on a, tu sais, à Saint-Raymond, les gens ont toujours été habitués. Les gens, ils ont toujours été habitués un peu avec l'eau. Il y a des inondations, ça nous connaît, il y a de l'eau. L'eau, c'est... Ça fait partie de la vie. C'est un mal, ça fait partie de la vie. Quand vous tombez avec les glaces au printemps, là, vous parlez d'autre chose, parce qu'une glace, il n'y a rien qui l'arrête. Et là, c'est vos maisons qui sont en péril. Et ça, c'est différent que ce manque de l'eau. Vous avez déjà dit, je ne sais pas si vous nous corrigerez, vivre la rivière Sainte-Anne, mais pas la subir. C'est un petit peu ça, le principe derrière ça. On vivait avec. Mais là, il faut vivre, il ne faut pas la subir, parce qu'il y avait une crainte, puis il y a toujours eu cette crainte-là. C'est pareil dans des régions inondables. Je vois que vous avez écouté le vidéo, parce que c'est un mot que, tu sais, je pense que Daniel Dion, l'ancien maire, a vraiment commencé quelque chose dans une nouvelle façon de voir. Daniel Dion, il a une vision par la bord de la rivière, il en était conscient, et il a voulu poser des gestes concrets. Et nous, il a fait ça pendant 10 ans, OK? Et nous, quand on est arrivés, ben, on va tout simplement continuer, l'améliorer aussi, continuer, parce que on la comprend de plus en plus. Là. Mais même depuis les derniers 4 ans, on a appris des choses sur la rivière. Là, par rapport au barrage de la Chute-Penat, ce qui était prévu de faire là 4 ans est différent d'aujourd'hui. On a tenu compte des enseignements et des applications. Donc, il ne faut pas aller trop vite non plus. Des fois, il y a des gens qui pensent que c'est long, mais si on avait fait ce qu'on voulait faire au barrage là 4 ans, on se rendait compte aujourd'hui qu'il nous manquait de l'expertise. OK? L'expertise qu'on a accumulée. C'est pour ça que ça prend beaucoup d'études. Là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait grand-chose dans la rivière, c'est parce qu'on est en train... On a vu l'importance sur un petit coin, de pousser encore les études hydrologiques et l'étude avec les sédiments. OK? Parce que, et ça, c'est très important, parce que si les réservoirs qu'on a faits, c'est pour accumuler du fragile. Mais si l'érosion amène des sédiments dans ces bassins-là... Ça ajoute un autre élément, ça. Ben là, on a un autre élément. On peut plus stocker de fragile, parce que là... Mais monsieur le maire, il y a des gens qui vont dire, écoutez, l'expérience est très belle, très extraordinaire, mais elle coûte cher. Ça coûte cher des investissements comme ceux-là. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui disent que ça coûte cher, tous ces travaux-là qui ont été faits? La moyenne des inondations à Saint-Raymond coûte 1 million. À chaque fois. À la ville. Okay. Aujourd'hui, on ne met pas 1 million par année. OK. On ne met pas 1 million par intervention. On a l'équivalent de peut-être là 6-7 millions de mis dans la rivière. Le gouvernement a payé plus que les 3/4. C'est beaucoup investir, mais seulement que l'inondation de 2014, on a dépensé plus d'argent que en une inondation que tout l'argent qu'on a investi depuis 2014 dans la rivière. En d'autres mots, ne pas l'avoir fait, ne pas le faire, ça coûterait encore beaucoup plus. Puis combien ça vaut la crainte de se voir inonder à chaque année, de vivre tout le temps sur la défensive? Combien ça coûte? Ouais. Et nous, on n'a jamais eu de... C'est une chose aussi qui est importante, Saint-Raymond, c'est que l'expertise qu'on a développée aussi en sécurité publique. Et ça, c'est important parce que il y a toujours ça va faire drôle un peu ce que je dis, il y a toujours un beau côté des choses à chaque catastrophe. Ces catastrophes-là nous ont amené à ce que nos gens des travaux publics et la sécurité publique, les pompiers, aient une expertise extraordinaire. Je pense que notre plan de sécurité publique est un des premiers au Québec. Okay, dans le sens, puis on a été souvent félicités là-dessus. Nous, on n'a jamais eu de mort là, chez nous. Il y a des places, plusieurs places, il y a eu des victimes. On n'en a jamais eu. Parce qu'on sait comment agir. On sait, à chaque réaction de la rivière, on sait comment agir. On sait ce qui va se passer. Sur les 24 km, là, je peux vous dire point par point, là, si les glaces, parce qu'on a des caméras installées partout, les mouvements de glace nous disent comment on doit agir et on l'a expérimenté et on l'a fait. Et en 2 temps, 3 mouvements, on est installé soit pour aller sauver des gens, soit pour sortir des gens, soit pour prévenir, surtout dans la prévention.
On a dans la prévention, là, avec les communications chez nous, les communications sont extrêmement vigilantes par rapport à ce C'est un qui petit se peu passe le but de l'exercice de la prochaine rencontre citoyenne. Aussi. Ça fait partie. Vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà. Donc, il y a des gens qui sont déjà préparés. Il y aura des questions sans doute parce que le dossier évolue d'une fois à l'autre. Puis l'expérience pour le ministère aussi, ce qui est important de savoir, c'est que dans l'expérience qu'on appelle REX, là, le retour sur l'expérience, et le ministère veut savoir tout ce qu'on a fait vis-à-vis de la peau. Là, on sait ce qu'on a fait physiquement, on sait ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il y a 50 de moins de chances d'inondation. Vis-à-vis de la population, les efforts qu'on a mis, est-ce que ça a valu la peine? Comment les gens se sentent? Il faut que le message passe aussi, là. C'est ça. Okay. Et on peut-tu améliorer? Moi, je trouve ça bon parce qu'on va-tu pouvoir améliorer après ça ce qu'on peut faire avec les citoyens pour agir encore de meilleure façon? Peut-être, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que l'expérience va nous démontrer. Et ne aussi. pas démolir, anéantir l'ouvrage collectif qui a été entrepris par tout le monde ensemble. Parce que c'est rare qu'on voit ça, un travail qui est accompagné à toutes les étapes. Puis, encore la preuve, il va y avoir des gens pour venir voir ça, pour continuer de dire on travaille ensemble. Et ça, c'est depuis 2014. Là. Ça fait pas seulement que 2-3 ans. C'est depuis 2014 qu'on travaille là-dessus. Là. Alors, M. Duplain, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Très instructif. En plus, j'apprends beaucoup. Je suis comme tout le monde, je suis nouveau. Moi, j'arrive puis je dis, oh, wow, j'ai appris pas mal là-dessus. Et ça peut servir à d'autres régions. Exact. On le voit très bien. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, là, ce volet-là va vous étonner, le volet de l'émission Interrogé. On a touché jusqu'ici, vous le savez, beaucoup de sujets. Puis des fois, inhabituels. L'ouverture d'un casse-croûte, un témoignage d'un prêtre. C'est très varié, puis vous nous le dites que vous aimez ça. Aujourd'hui, je pense que je vais vous étonner. J'aurais pu même commencer avec une cagoule sur la tête, un genre de masque. Parce qu'on va parler de la lutte. C'est pas tous les jours. Il y a un gros gala de lutte qui s'en vient à Saint-Basile et on a un invité pour nous en parler. Danny Rio, bonjour. Oui, M. Clavet, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, Je ne sais pas si on doit commencer par un combat ou je ne sais pas trop parce que moi, je peux vous montrer une prise, si vous voulez, c'est pas très long. Oh, j'oserais pas trop. Vous ne sentirez rien, M. Clavet. Dans la prise, je vous assomme avant la prise, fait que vous ne sentez rien. Oui, bon, on le gardera si on a du temps. D'accord. OK, puis vous revenez de l'hôpital, en plus, vous là. Moi, je me méfie, là. On va entrer tout de suite. Alors, le gala, c'est le samedi 18 avril. Oui. Et ça commence à être très, très populaire. C'est pas la première fois que ça se fait. Ça fait à peu près 20 ans, une vingtaine d'années certains. À Saint-Basile? Oui, à Saint-Basile. C'est annuel. C'est commandité par la ville. Moi, je suis un simple bénévole dans ça qui agence les gars. Puis les profits sont versés au Centre Nature à Saint-Basile. C'est pour ça qu'on le fait, parce qu'en même temps, on sait que c'est pour une bonne cause. Au départ? Oui, puis en général, le gala se veut quand même assez familial. Des fois, au niveau de mes gars, je l'échappe un petit peu parce que les gars, ils ont quand même une liberté, mais j'essaie de leur dire, de les encadrer, de rester familial pour qu'il y ait... Oui, parce que c'est un spectacle aussi, puis il y a des jeunes, puis il y a des gens qui se servent de ces gens-là pour en faire des modèles. On regarde justement le programme. Moi, je suis étonné par les noms, puis la dimension physique de ces gens-là. On a le géant pharaon, 7 pieds 1. Oui. 305 livres. Oui, c'est un petit peu plus grand que moi, ça, là. Oui. Et curieusement, j'ai une anecdote avec ce lutteur. Allez-y. C'était un Américain. Puis, il y a quelques années, je pense que c'était à la suite un petit peu après la pandémie, je pense. Écoute, il nous appelle des douanes. OK. La douanière, elle ne le laissait pas passer. Pourquoi? Bien, dans sa question, elle dit, c'est quoi vous allez faire à Saint-Basile? I'm gonna fight. Je vais me battre. Il dit, ben, je m'en vais lutter. Avez-vous une preuve de ça? Là, je me disais, écoute, le gars mesure 7 pieds 1, il pèse au-dessus de 300 quelques livres. Ça ne vient pas livrer une pizza, là. Non. Mais elle l'a niaisé longtemps. Ben, il a fallu que le maire appelle pour le débloquer des douanes, pour qu'il puisse y arriver en retard. Moi, je pensais jamais, avec son physique, c'était automatique. Ben, bon. Oui, elle voulait avoir une pièce justificative. Bon, le maire, il a fallu qu'il trouve dans les archives une vieille photo d'un vieux poster qui était déjà venu pour envoyer ça à Madame la douanière, pour la convaincre qu'il venait vraiment lutter à ça. On pourrait dire que ça aurait pu arriver à Elric, hein? C'est le petit à côté de 6 pieds 8, 280 livres, ou Darko, 6 pieds 9, 305 livres. Déjà, le programme commence sur une note assez lourde, assez pesante. Darko, il a déjà lutté même un petit peu pour la WWE. C'est des gens qui ont de l'expérience quand même. Ben, un petit peu. Mais après ça, un autre qui est très impressionnant, c'est Orion. Orion.
à 6 pieds 11. 310 livres. Il était tout un physique, le Ouais. monsieur. À côté de Tiger Jackson. Tiger Jackson, lui, il fait 3 pieds 11. 3 pieds 11, C'est ouais. à peu près dans mes shapes, ça. Tiger Jackson, son vrai nom, c'est Claude Giroux. Ah ben, ça ressemble pas du tout, là. Ouais. Puis, ce monsieur-là, tout le monde l'a déjà vu. C'est un vieux lutteur de la WWE. Il est rendu assez âgé. C'est un nain, là, donc il fait partie du programme. Oui, c'est un homme de petite taille. Et puis, Claude, il y a même, les gens l'ont déjà vu, le film de Blanche-Neige et les Sept Nains avec Sandra Bullock. Il a fait une couple de films aussi. Bon, ben, ça nous donne une idée. Et Frankie de Mobster, ça nous dit que c'est pas un gentil garçon, ça. Il doit être du côté des méchants. Ouais. Frankie aussi, beaucoup de monde l'ont vu à la télévision. Là, certaines séries qu'on a présentement. Là. Non, mais j'ai été surpris de voir le nom. Puis Jeremy the Prophet. Oui, Le prophète Jérémie. Oui, ça, c'était un acrobate. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement d'inventions dans le choix des noms, parce qu'on sait bien là, que c'est Hector Lopez ou Hector Morin, ils ont des noms d'emprunt. Mais l'originalité est incroyable. Alors, moi, je voulais vous poser une question. Oui. Admettons que il y a des gens qui disent qu'en parlant de la lutte, on encourage un petit peu la violence. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Encourager la violence. Moi, j'ai une discipline pour laquelle j'ai énormément de passion. C'est la paléoanthropologie. Oui, expliquez-moi rapidement qu'est-ce que c'est, Danny? C'est l'étude de l'évolution de l'humain, de la préhistoire de l'humain, à partir du singe, ou d'un singe, que je devrais plutôt dire, à la transition qui s'est effectuée jusqu'à l'humain actuel. Et puis, chez la lignée humaine, comme chez le chimpanzé, on est issu vraiment d'une lignée qui était très, très territoriale. Et il y avait quelque chose de bienveillant dans ça. C'est-à-dire que c'était la responsabilité des mâles de repousser les prédateurs du territoire ou de repousser ceux qui voulaient voler la ressource. OK. Ça donnait un avantage pour les femmes et les petits à pouvoir... Puis quel est le lien que vous faites avec la lutte, par exemple? C'est comme si ça serait... Tu sais, il y a beaucoup de biologie en nous qui cherchent souvent... Regardez les jeunes garçons, hein, ils ont souvent tendance à vouloir jouer avec des jeux de guerre et puis tout ça. Oui. Bien, pour moi, la lutte, c'est comme une forme de combat, mais c'est caricatural. Dans le fond, c'est pas vraiment violent parce qu'on s'entretue pas, on se bat pas réellement, malgré que c'est des cascades. Oui, puis tu peux te blesser comme un accident de travail est bien vite arrivé. C'est ça. C'est comme si ça permettrait un peu une solution à ça sans vraiment nécessairement d'aller... Comme moi, je vais vous donner sincèrement, du combat extrême, je trouve ça trop violent. J'ai de la difficulté à regarder ça. Puis de la lutte, ben quand c'est caricatural, parce que moi, j'ai gardé la vieille forme des années 80 avec des personnages comiques, avec beaucoup d'humour. On sent un regain de popularité à nouveau. On dirait qu'il y a des vagues successives. Oui, les médias, on dirait qu'ils s'en réintéressent un petit peu plus. Il y a eu une époque, moi je pense que l'époque où ça a vraiment tombé mort pendant longtemps, c'est l'époque où il y a eu un accident dans le parc des Laurentides avec Tarzan la bottine Taylor. Il y avait des lutteurs là-dedans. Oui, c'est que ce qui est arrivé, c'est que tu avais... Tu sais, la lutte à une époque, c'était très caché, il affirmait pas que c'était arrangé, que c'était... Non, il n'allait pas vendre... Mon grand-père, il croyait. Il croyait pour de vrai. Là, il montait sur le divan et il était choqué bien raide. Là, puis j'imagine qu'il y a des gens qui grimpent encore. Ouais. Là, c'était à Saint-Basile. Puis lors de cet accident-là en voiture, il y avait... Les deux adversaires étaient dans la même voiture avec l'arbitre qui venait d'aller lutter au Saguenay ce soir-là. Et ça regardait mal un petit peu. Fait que les gens se sont comme sentis trahis. Puis il y a eu comme une chute. On attend combien de personnes à peu près à Saint-Basile? C'est 600. Hey, c'est pas mal, ça. Oui. Puis selon ce qu'on a vécu les 2 dernières années, pas arrêter la vente, là, parce qu'à un moment donné, puis je vous le dis simplement, là, présentez-vous pas le soir même. Là. Il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de billets. Là. On va être sold out. Là. Hier, je pense qu'il restait à peu près 150 billets. Puis ça, c'est présenté au centre Ernest J. Papillon, sur la rue Sainte-Angélique. Donc, alors, on ne s'inquiète pas, il va y avoir du monde, mais en même temps, j'étais content de rencontrer l'organisateur, le promoteur,
Et je terminerai peut-être, vous avez parlé d'une prise tantôt, on a-tu le temps de faire ça en terminant? Oui, il n'y a pas de problème. Je vais enlever votre micro peut-être pour pas qu'on entende toutes sortes de bruits, parce que d'accord. je risque de vous faire mal. OK. On ne sait jamais, hein, ça peut être très dangereux. Mais Donc, je t'avertis, Roger, tu ne sentiras rien parce que je t'assomme avant. Puis ensuite, ben, tu sais, en tout cas, on sera peut-être plus là pour vous le dire. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Oui. Bonne fin de journée, au cas que je ne revienne pas. Puis, allez-y, on y va. OK. Non, pas de même. là. Hey, c'est quoi votre prise? Faites-moi la prise. On arrête ça là. Non, je veux faire la prise. T'es sérieux? Hey, avez-vous peur de me faire mal, là? Il faut que tu enlèves ton micro. Tu vas avoir Oui. les airs en temps. OK. Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que je vais revenir. La prochaine émission, ça me ferait plaisir de vous rencontrer à nouveau. Puis, envoyez pas de fleurs, j'aime pas ça. Bon, allez-y. OK. Hey, toi, oh, aïe. Hey, il a pris plus gros à part ça. Bonsoir tout le monde, à la prochaine. Je pensais pas d'en rendre jusque-là.